Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la Maison de la Méditation. Vous savez que les vendredis soirs, nous recevons différentes personnalités venues d'horizons thérapeutiques, politiques, artistiques, des enseignants, des maîtres spirituels. Et ce soir, nous avons la chance d'accueillir une femme aux multiples talents. Parce que là j'ai dit thérapeute, vous les cumulez à peu près tous, une femme aux multiples talents, Gouila Clara Kessou. Merci beaucoup d'être avec nous. Et c'est vrai que quand on regarde votre biographie, vos différentes présentations, on voit que vous êtes vraiment à la croisée de plusieurs champs de réflexion. Vous êtes actrice, metteur en scène, metteuse en scène, vous êtes auteur. On reviendra sur votre livre, bien sûr, le grand livre de la psychologie positive ce soir. Vous êtes coach certifié, professeur à l'université de Harvard et coach certifié. Vous accompagnez, je crois, les organismes, les dirigeants, peut-être les managers dans les phases de transition, de changement. Et puis vous êtes également artiste de la paix pour l'UNESCO. Comment on fait pour faire tout ça? C'est très très impressionnant. Alors ce soir, nous allons parler de psychologie positive et tout d'abord, pour que nous partions tous, je dirais, sur des bases communes et claires, est-ce que vous pourriez nous définir les grands principes de la psychologie positive? Avec grand plaisir. Alors tout d'abord, merci beaucoup de me permettre de pouvoir m'adresser à ce si beau public. Vous savez, quand on est comédien, on sent la scène et on sent la salle. C'est-à-dire quand on monte sur scène, il y a quelque chose qui se dégage, qui est une question de rencontre des cœurs à l'unisson. Et vous me donnez, malgré le stress du retard, vous me donnez une quiétude et une bienveillance que je voudrais saluer et que je voudrais remercier. Psychologie positive, sans doute, c'est une expression qui doit vous être familière. En tout cas, la psychologie positive, elle se base déjà sur une question, je dirais, d'anti-logique. Elle va à l'encontre de la façon dont on raisonne. Généralement, quand on est face à un problème, intuitivement, on se pose la question de la cause du problème. Toujours. Même le petit bout là-bas. Dès que il y a quelque chose qui nous tracasse, on se demande simplement la question « pourquoi ?» Pourquoi j'ai mal? Pourquoi la chose ne fonctionne pas? Et cela à un niveau individuel, à un niveau collectif. Moi, j'ai la chance de le voir dans des coachings individuels, dans des coachings d'entreprise, vous l'avez rappelé. Et donc, la psychologie positive déplace cette question, qui est effectivement à la base de la question de la psychologie, mais psychologie positive ne veut pas dire psychologie. Elle déplace la question du pourquoi vers la question du comment. Et je trouve que c'est très intéressant parce que du coup, avec la question comment, non pas pourquoi j'ai mal, mais comment je peux aller mieux. On va traiter l'individu dans l'instant en regardant justement tous les champs des possibles, et il y en a, même dans des situations terribles, même dans des situations désespérées, il y a encore une possibilité de positif. Donc on va appréhender la personne dans tous ses aspects, et c'est bien entendu pas du positivisme naïf dont on parle, pour essayer de le faire aller de l'avant, essayer de l'élever. Et c'est en ça que pour moi la psychologie positive est une révolution, je dirais presque de l'ordre de la réflexion logique, puisqu'on ne se retourne pas vers l'arrière pour savoir pourquoi l'individu, en termes traumatiques, fonctionne comme ça. C'est-à-dire que toute la case, et sans la dénigrer, qui peut et qui doit être nécessaire pour comprendre les origines d'un mal, toute la case psychologique, psychiatrique, des traumatismes qu'il y a pu avoir dans l'enfance, va être sautée au profit véritablement d'un savoir-faire, un savoir-être que l'on prend à partir de Hinken, que je dirais, du maintenant et du moment actuel. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet vraiment, très rapidement en fait, d'aller mieux. Alors bien sûr, la psychologie positive ne touche pas à des cas graves, des cas psychiatriques, des cas de maladies profondes.
Mais pour, comme l'appelait Martin Seligman, l'auteur de l'expression, mais pour les individus qu'il qualifiait les individus florissants, ou alors les individus sur une pente de dépression, ça peut convenir parfaitement, sans passer par une case qui en fait est une case qui risque quand même de pouvoir amener à la dépression, c'est-à-dire la case pourquoi, faire revivre ces traumatismes d'enfance, et on le sait tous, une psychanalyse ça dure longtemps. Donc sans passer par cette case-là, qui nous fait revivre des choses, qui nous fait bien sûr aller mieux, mais dans un cadre beaucoup plus long, la psychologie positive propose, on va dire, un raccourci pour se poser la question de savoir comment aller mieux. Et alors comment aller mieux, non seulement en appréhendant l'individu dans sa globalité, à la fois ce qu'il sait faire, ce qu'il ne sait pas faire, mais également en prenant exemple sur des personnes qui disent aller bien. Et ça, c'est une révolution, puisque généralement, on se dit, voilà, je vais vous donner un exemple, entre deux entreprises de bus, une qui vient systématiquement en retard et une qui vient systématiquement à l'heure, eh bien, naturellement, on va essayer de traiter le cas de la situation de l'entreprise de bus qui arrive en retard en se posant la question, quelles sont les causes pour lesquelles elle arrive en retard ? Eh bien, dans l'approche de la psychologie positive, on va se dire, tournons-nous vers l'entreprise de bus qui arrive systématiquement à l'heure et essayons de voir ce qu'elle développe en termes de structure pour arriver à l'heure, c'est-à-dire pour être efficace. Et en fait, cette idée d'efficacité, de rapport, on va dire, au bien-être, à la santé comme quelque chose de non naturel, donc quelque chose qui peut être une matière scientifique de recherche, c'est ça la révolution de la psychologie positive. C'est-à-dire ne pas faire comme si aller bien allait de soi. Et dans le monde du travail, bien sûr, c'est une révolution. Pourquoi ? Parce que quand vous faites bien votre travail, pas besoin de gratification. C'est normal. Par contre, quand vous le faites mal, là, vous risquez des remontrances. Donc, cette question-là de la psychologie positive, qui non seulement propose à l'individu de savoir comment aller mieux, donc immédiatement une élévation, en lui proposant des formules qui marchent par rapport à des personnes qui se disent aller bien, et un développement d'éventail de pratiques pour aller bien, c'est quelque chose qui, pour moi, est une révolution, je dirais presque mentale, de réflexion, et aussi psychologique. Merci beaucoup pour cette présentation qui fait très envie. Alors c'est vraiment interpellant puisque ça s'appelle psychologie positive et c'est ni de la psychologie ni du positif. Et là, ça y est, on le comprend de façon... on commence à voir qu'effectivement, on est très loin, me semble-t-il, et vous en parlez d'ailleurs dans le livre, de la pensée positive, voire même de la méthode Coué. Il ne s'agit pas de tout voir en rose. Vous dites clairement, vous écrivez clairement que, par exemple, la psychologie positive n'interdit pas les émotions négatives ou le négatif. Au contraire. Et j'aime beaucoup le mot que Tal Ben-Shahar, donc Tal Ben-Shahar est un des penseurs de la psychologie positive, je pense que vous le connaissez tous ici, un mot qu'utilise Tal Ben-Shahar aussi en lien avec la psychologie positive, c'est l'optimalisme. C'est une combinaison entre l'optimisme et le réalisme. C'est-à-dire avoir des bases concrètes de réflexion sur la réalité, sur l'objectivité, sur les difficultés, ne pas les nier, mais dans notre arbre de décision, dans notre façon d'envisager le monde, ne pas oublier la branche qui est aussi celle qui doit relever de l'optimisme. C'est-à-dire que dans tous les scénarios possibles, plutôt que de tout le temps se préparer à un scénario catastrophe, comme ça, si ça va bien, voilà, j'aurai une bonne surprise. Généralement, c'est comme ça qu'on fonctionne. Se dire non, dans ma planification, je dois aussi faire en sorte que le sentier, la possibilité que ça se passe bien et que j'en tire un vrai, non seulement bénéfice, mais une vraie joie, fasse partie en fait de la carte de route d'un fonctionnement optimal. Donc l'optimalisme, optimisme et réalisme combinés, j'aime beaucoup cette idée pour la psychologie positive. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu justement du rapport entre l'esprit et le corps, dont Tal Ben-Shahar, que vous venez de citer, parle bien dans la préface, il a préfacé votre ouvrage. Et là aussi, alors on est ici à la Maison de la Méditation, on est tous
assez amoureux de la méditation, pratiquant, et c'est vrai que la séparation artificielle entre corps et esprit, on voit bien. Et j'ai l'impression que c'est une des bases aussi de la psychologie positive, que de peut-être sortir un peu de la tête et commencer à intégrer corporellement une manière d'aller mieux. Profondément. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, en tant que comédienne, à la base, ça m'a tellement interpellée. À force de pouvoir travailler avec, on va dire, des personnes qui se définissaient en tant qu'experts et qui avaient bien fait leur devoir, je dirais, c'est-à-dire qui avaient été embauchés pour leur expertise, par exemple, dans une prise de poste, eh bien, j'ai réalisé qu'il y avait une scission complète, voire une négation du corps, eh bien, qu'il fallait absolument pallier. Et alors, ce qui est très intéressant dans la psychologie positive, c'est que pour ces experts, pour ces intellectuels, eh bien, c'est encore politiquement correct, c'est-à-dire il y a encore une approche scientifique pour une certaine acceptation intellectuelle d'intégrer le corps. Parce qu'attention, lorsque vous intervenez en entreprise, on ne parle pas de bonheur. Le bonheur au travail, vous comprenez bien que le travail n'a pas pour but de pouvoir parler du bonheur, surtout en France, où la notion de bonheur reste quelque chose de l'ordre de l'intime. Qui oserait pouvoir me dire comment aller bien ? Et puis en même temps, quand on va bien, il ne faut pas le dire trop fort. Déjà, peut-être un peu par superstition, et puis aussi par conscience de se dire que mais si moi je vais bien, est-ce que je suis sûre que toutes les personnes autour de moi vont bien ? Est-ce qu'il ne faut pas que, avant tout, je puisse me préoccuper du bonheur des autres ? Et puis une fois que j'ai terminé ma sphère proche, ma sphère familiale, amicale, mais je vois qu'il y a encore des gens malheureux dans le monde. Comment oserais-je me définir comme heureux ? Donc il y a toute cette question-là, je dirais, qui touche à des syndromes très français, puisque nous avons, et je m'inclus bien sûr en tant que française, nous avons la justice sociale au cœur. Nous sommes des personnes qui sommes capables de pouvoir aller très rapidement dans la rue pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une notion d'égalité, d'équité. C'est des choses qui sont enracinées profondément en nous. Et donc la notion de bonheur, je dirais, elle passerait par cette utopie d'avoir tout le monde égal, on dira. Pour un patron d'entreprise française, le rêve serait de pouvoir payer chaque salarié de manière égale. Pour un patron d'entreprise américaine, moi qui ai eu la chance de pouvoir travailler aussi aux États-Unis, ce serait de créer des conditions pour avoir des salariés heureux. Le rêve américain, c'est avoir droit au bonheur après le travail. Et quand on a droit au bonheur, on le fait savoir. On a une belle maison, on a une belle voiture, on a des enfants, on a un chien. Enfin, c'est un peu caricatural, mais cette idée-là d'un bonheur qui s'expose est très, très, très différente, culturellement parlant, de chez nous, justement, où il reste encore cette notion d'un bonheur, entre guillemets, décent et très personnel. Très, très personnel. Donc cette question-là de la dichotomie entre tête, cœur, corps, qui est finalement ce qui est réuni dans la méditation, effectivement, la psychologie positive essaye de pouvoir toquer à l'intellect en disant attention, le bonheur, c'est une science et ça s'appelle psychologie positive. Alors les gens écoutent. Ça me fait encore peur parce qu'il y a le mot psychologie. On utilise généralement le leadership positif. Alors là, vous pouvez rentrer dans l'entreprise sans problème, parler aux responsables formation, parler aux ressources humaines sans crainte. Alors tout à l'heure, vous avez dit un très joli mot. Vous avez parlé de joie. Est-ce que vous pourriez, par exemple, nous parler de l'expérience du flow, qui, je pense, n'est pas sans rapport avec la joie, une joie profonde. Et il y a tout un chapitre sur le flow dans le livre. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? Avec grand plaisir. Alors, très joli mot de flow. Cette notion de flow, vous l'avez sans doute entendu utilisée dans les musiques, dans les chants. Il y a beaucoup de rappeurs qui parlent de flow, parce que c'est quelque chose qui est vraiment énergétique. C'est vraiment sa zone de confiance, de réalisation, d'efficacité, mais naturelle. Le flow, il vient presque à l'encontre de l'expertise. La différence qu'il y a entre le savoir-faire que l'on apprend à l'école et le savoir-être que l'on a naturellement, c'est la différence entre, on va dire, les dons et les capacités intellectuelles d'expertise, véritablement les compétences. Et généralement, le monde de l'entreprise se tourne toujours vers les compétences et absolument pas sur les talents. Encore une fois, le talent, c'est quelque chose que vous faites avec un naturel
qui est assez déroutant. Certaines personnes, c'est des performances sportives, d'autres personnes, ça peut être de l'artistique, d'autres personnes, ce sont des choses qui semblent pour elles très faciles. Très faciles. Jardiner ou organiser des réunions familiales, par exemple, planifier. Quelquefois, voilà, pour certaines personnes, ça ne va pas de soi. Et pourtant, c'est un talent. Donc le talent, c'est à la fois ce que j'aime faire, ce que je sais faire, et ce qui me permet de rentrer dans un état de flow, c'est-à-dire un état quasi de transe. Tout d'un coup, le temps s'évapore, le lieu n'a plus vraiment de matérialité. On quitte véritablement la matérialité pour rentrer complètement absorbé dans une activité. Ça, ce sont des moments de flow, et il faut les connaître profondément, parce que ce sont nos talents, c'est ça qui définit profondément l'être au monde de l'individu. Et quand on commence à parler dans l'entreprise de ces questions-là, on réalise que l'on passe à côté, mais quelquefois, de la racine de l'être. Et quand je dis la racine de l'être, en termes de performance, en termes d'efficacité, en termes de rentabilité, c'est dommage. Parce qu'on permettrait, en le réalisant, à une personne de s'exprimer dans son flow, c'est-à-dire en catégorisant quelque chose qui pourrait être relié, bien sûr, à une certaine notion de planification ou même de nature de tâche, mais la personne le ferait avec un naturel et même une absorption absolue, puisque c'est son domaine, on va dire, non pas d'expertise, mais d'être. On touche à quelque chose qui devient non plus un savoir extérieur engrangé à force de certificats, de diplômes, etc., mais au contraire, quelque chose qui vient de l'intérieur. Donc c'est facile, le flow c'est facile. On rentre vraiment dans une zone de grande proximité. Par rapport à des compétences où finalement on va avoir des descriptions. Êtes-vous bien sûr d'avoir engrangé cette nouvelle matière à l'intérieur de vous, qui doit être sanctionnée bien sûr par un diplôme, sinon vous n'êtes pas considéré. On a encore tout un problème avec la reconnaissance d'expérience professionnelle, qui n'est absolument pas considérée comme étant des personnes qui ont fait presque le flot de la matière, puisqu'ils ont travaillé pendant 15 ans, qui font ça très facilement, quelquefois sont moins reconnus qu'une personne qui en un an va se certifier avec un certificat qui généralement coûte quand même assez cher. L'université d'Harvard, par exemple, on est sur du 100 000 $ l'année. Et le 100 000 $, c'est hors les livres, hors le logement, hors les frais quotidiens. Donc, si vous voulez, ce qui est incroyable, c'est qu'on est encore dans cet état où tout ce qui est naturel, tout ce qui est spontané, doit être muselé. L'enfant en soi, l'être au naturel, c'est absolument pas ce qu'on veut voir. C'est vraiment quelque chose d'animal. Ça fait partie du corps qui n'est pas maîtrisé. D'ailleurs, lorsque vous discutez avec des dirigeants d'entreprise, ils vous disent « Ah, si je pouvais communiquer sans le corps, si je pouvais voir que ma tête, là, qui parle. Oh !» Alors ils adorent être derrière un pupitre. Généralement, ils l'agrippent. Ça, c'est assez intéressant. Alors qu'en fait, lorsqu'on réconcilie les deux, c'est-à-dire à la fois la tête, le corps, le cœur, on voit qu'il y a quelque chose qui vraiment est de l'ordre de la prise de conscience et du plaisir. Simplement du plaisir. Et ça, c'est vrai qu'on a encore... On rentre dans une ère où petit à petit l'entreprise réalise l'importance de ce flot, mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout... on va dire, dans l'ordre du jour, dans la notion qu'on peut se faire du travail qui vient de Tripalium, vous vous rappelez, le fameux outil de torture. Il faut souffrir, un peu comme les injonctions qu'on a, non seulement au niveau familial, mais au niveau même religieux. Il faut pouvoir souffrir pour gagner son pain à la sueur de son front. Donc si jamais on n'a pas de sueur, ben ça vaut rien. Et surtout ça vaut rien. Combien d'entre vous connaissent des personnes qui sont heureux dans ce qu'ils font? Il y a encore cette notion-là de travail comme souffrance absolue, alors que finalement, le flow pourrait tout à fait permettre, par une zone de facilité, à, on va dire, répartir certaines tâches selon des qualités de cœur naturel de chacun. Donc la grande différence entre talent et compétence.
Et la psychologie positive nous donne les outils pour reconnaître son flow ou le flow. Oui, profondément. Alors la psychologie positive, d'ailleurs au travers de différents critères, propose de pouvoir comprendre déjà les valeurs de chacun. Je vous conseille, si vous ne le connaissez pas, un site qui s'appelle VMA, d'accord, qui vous permettra de répondre à différentes questions et vous aurez votre profil selon vos valeurs. Et les valeurs, ça peut être l'honnêteté, ça peut être la curiosité intellectuelle, ça peut être... Enfin, il y a toute une liste et c'est très intéressant, hein, c'est excessivement varié, on a des combinaisons qui sont très, très différentes. Et donc ça, c'est à la base justement de ce que prône la psychologie positive. Puisque pour la psychologie positive, nous sommes fondamentalement des êtres au monde qui devons trouver notre place, mais de façon parfaitement naturelle et presque gracieuse. C'est-à-dire qu'il y a une place pour chacun, et chacun se doit de la prendre à sa juste valeur. Et quand on dit juste valeur, c'est aussi faire en sorte de pouvoir rayonner et apporter ce qu'il doit apporter au reste du monde dans sa singularité. Et donc ces notions de valeur sont très importantes et effectivement le flow, c'est quelque chose qui doit être identifié par chacun pour comprendre justement son être au monde. Je vais vous donner un exemple peut-être plus parlant. Il y a un exercice qu'on fait par exemple en coaching, en ouverture de coaching qui s'appelle l'ikigai. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ikigai. Je vois certains qui dodelinent de la tête. I-K-I-G-A-I. Ikigai, ça veut dire raison d'être en japonais. Et l'ikigai, ce sont 4 sphères qui s'interpénètrent avec justement ces différents questionnements. Vous avez une sphère que vous devez remplir avec ce que j'aime, une sphère avec ce dans quoi je suis bon, donc les talents naturels, une sphère avec ce pourquoi je suis payé. Et là, quelquefois, c'est une dichotomie terrible entre et les talents et ce que j'aime. On réalise que finalement, je suis payée pour un travail d'administratif et ce n'est pas du tout non seulement ce que je sais faire, mais ce que j'aime faire. Et la 4e sphère, qui est très importante, et c'est pour ça qu'on touche aussi à la psychologie positive, ce sont les besoins du monde. Et en quoi je me positionne dans mes actions vis-à-vis de cette nourriture que je veux laisser après moi. Qu'est-ce que je donne aux générations suivantes? Quel message je veux qu'on dise de moi et qu'est-ce que je transmets? Et alors quelquefois, quand j'arrive à cette sphère-là, selon l'âge de la personne, c'est quelque chose que la personne, dans un cadre d'entreprise par exemple, va trouver un peu... oui, l'altruisme, enfin moi ça ne m'intéresse pas trop, qu'est-ce qu'on dira de moi? Vous savez, en ce moment, la comptabilité, c'est ça qui est important, par exemple. Et puis, vous avez des personnes qui sont en fin de carrière et qui là se posent vraiment la question. Et qui se disent, mais finalement, j'ai bâti ma carrière, je suis presque au sommet, mais qu'est-ce que je vais laisser? Et quelle va être l'action différente que je vais amener au monde? Et là, justement, on se reconnecte avec cette idée de flow, de ce que je sais faire naturellement, ce que j'aime faire. Et on voit, quelquefois, ça peut simplement être donner des cours sur ce que je sais faire. Quelquefois, c'est des implications sociales, humanitaires. Quelquefois, ce sont des choses très petites, même au niveau familial, mais avec une conscience qui est un petit peu plus accrue lorsqu'on se retrouve dans un milieu comme ça proche. Donc voilà, le flow, c'est ça. Ça doit permettre de pouvoir nourrir le rapport qu'on a au monde, dans les besoins du monde. Et je crois qu'aujourd'hui, on vit des temps absolument fabuleux. Le monde a vraiment, vraiment besoin de nous. Et pas seulement écologique, au niveau, je dirais, de la permaculture sociale. Donc vraiment des questions de rapport à l'autre. Et c'est pour ça que trouver son flow et peut-être faire ce test que je vous propose de faire, qui est gratuit, que vous trouverez facilement sur Internet, peut être intéressant dans son rapport au monde et dans son rapport à soi. C'est passionnant, ce rapport au monde et cette notion de voilà, comment je vais nourrir à ma manière et qu'est-ce que je vais laisser comme trace. Parce que justement, je me disais en préparant cette soirée, oui, là, Clara, bon, on va parler du bonheur, la science du bonheur.
Alors comment on ose encore parler de bonheur aujourd'hui? La Covid-19, le confinement, la crise économique peut-être, nouvelle ou sans précédent qu'on va peut-être connaître. Aujourd'hui, nous sommes le 25 septembre 2020, il semblerait qu'il y ait eu un attentat terroriste dans Paris. Ça rappelle évidemment des souvenirs terribles, traumatiques. Comment on peut parler de bonheur là, aujourd'hui, toutes les deux ce soir et tous ensemble? Comment on peut voilà, travailler ces questions-là? Alors, il y a une expression très belle en français qui s'appelle « calme ta joie ». Vous la connaissez cette expression? Oui. Oui. On vous l'a déjà dit cette expression? Eh bien, c'est typiquement français. Typiquement français. Et si jamais je reprends le phrasé de Marie-Laurent, c'est comment on ose. Vous voyez, c'est cette notion-là, mais finalement, est-ce que j'ai droit? Alors, après, on peut effectivement vivre d'optimisme aigu. On a certaines personnes qui sont des stars qui disent bah, si on doit mourir, allez, autant mourir, le ventre plein, en faisant des excès, allons-y, on se fait la bise. Et un peu comme la grande bouffe, profitons, hein, de toute façon, on va bien mourir un jour. Je ne conseille pas ce genre de comportement. Après, tout va dépendre de la responsabilité, je pense, que l'on sent, que l'on a, pas seulement vis-à-vis des générations futures, mais je dirais vis-à-vis de la façon de remplir le moment. Je m'explique. Peut-être que vous connaissez cette notion-là qui est très utilisée en marketing. C'est une notion grecque qui s'appelle le kairos. Vous avez déjà entendu parler de ça? K-A-I-R-O-S. Ce fameux kairos qui s'oppose au chronos, qui est voilà, le temps long. Le kairos, c'est ce moment, hein, c'est un peu Course-Vite, hein, le bonheur est là, c'est ce moment à la croisée du temps et de l'espace. C'est un moment unique que l'on vit, et c'est ce qu'on est en train de vivre, qui fait qu'en fait, ce que nous sommes en train de vivre ne peut se refaire, ne pourra se retracer dans son identité. Il y a quelque chose dans la façon que l'on a de vivre chaque seconde où on se nourrit non seulement de notre inspiration, c'est-à-dire de l'air que vous me donnez, mais de notre expiration, de l'air que l'on rejette. Il y a quelque chose qui est de l'ordre presque de l'interpénétration qui doit nous faire prendre conscience d'une certaine responsabilité, de droit aussi, vis-à-vis de ce qui nous entoure. Et ce rapport-là, d'échange gazeux, dirais-je, c'est cette question de joie. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux faire de ce moment? Et comment je peux réussir, en fait, à être encore plus vivant pour faire en sorte que la prochaine seconde soit encore plus intense. Je pense qu'on se trompe quand on se dit « Allez, carpe diem, on y va, on éclate tout, on mange jusqu'à en mourir. » Je pense qu'au contraire, plus on a faim, plus on réalise que c'est en se créant mentalement, psychologiquement, un goût de délice, mais qui est en attente du délice à venir, qui fait qu'on peut vraiment aimer le monde, je dirais, bouchée après bouchée. Et ça, j'en parle de façon purement égoïste. Je pense que quand on veut explorer le monde, quand on veut être dans l'altruisme, quand on veut essayer d'un peu comprendre, eh bien, l'humilité suprême, c'est se dire « Mais qu'est-ce que c'est que la joie? Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Si ce n'est une vraie prise de conscience du sacré du vivant. » Moi qui ai beaucoup travaillé avec des survivants de génocide, des survivants de massacres, il y a toujours cette idée que vous avez développée, comment j'ose, pourquoi moi? Pourquoi moi? J'ai vu des gens de ma famille partir, comment j'ose être vivant? Quel mérite je peux avoir d'avoir le droit encore aujourd'hui de sourire, de rire, de profiter? Eh bien, c'est cette réponse-là. Il y a quelque chose, et ce n'est pas forcément relié à cette notion de spiritualité, il y a quelque chose qui me transcende en termes de vie,
qui fait que j'ai une responsabilité dans le rapport que j'ai. Dans le rapport que j'ai, mais pas forcément aux autres, dans le rapport que j'ai avec les objets, dans un instantané conscient et vécu. Et si je veux justement pouvoir dire que j'ai vécu cette vie, c'est qu'il doit y avoir ce moment de kairos qui est un moment de réalisation, de joie incroyable, d'avoir la capacité de voir, d'entendre, de ces 5 sens qui captent. Et je pense que ça doit se vivre sans culpabilité, aucune. Parce que c'est finalement ce à quoi on a droit quand on a cette possibilité de vie et cette conscience de responsabilité. D'une certaine manière, on ne sait pas qui, selon nos croyances, on a mis à disposition une très très belle machine. À nous de savoir si on veut la préserver, si on veut la casser, si on veut l'accroître, si on veut prendre la place que l'on doit dans un rapport conscient, responsable, à soi d'abord. Ma responsabilité, c'est de faire en sorte que ma machine, elle puisse continuer à capter, continuer à avoir cette joie enfantine, de curiosité, de voir, de découvrir des visages. Et c'est vrai que le stress et l'angoisse de la mort qui semble venir toujours de plus en plus proche, qu'elle soit transparente par rapport à une bactérie, qu'elle soit sous les traits de terroristes. Oui, on a vraiment l'impression que la mort est là, elle rôde. Et en même temps, peut-être que justement, je suis loin d'être aussi experte que vous en méditation, mais peut-être que c'est ce moment-là de réalisation de voir que les organes de vie sont là. Ils sont là. Et s'ils sont encore là, je peux chanter, je peux danser, je peux m'exprimer, je peux faire n'importe quoi, je peux rire, je peux pleurer. C'est ça la psychologie positive. C'est la capacité soudain de voir que je peux m'amuser avec ce qui m'est donné au monde. Donc la joie, je peux en parler, j'ai beaucoup de chance parce que Gila, mon premier prénom, veut dire joie en hébreu. Donc la joie, c'est ça. C'est réaliser tout d'un coup qu'on est vivant et que l'on peut pleurer toutes les larmes de son corps par rapport à la peur, par rapport à l'angoisse, par rapport à ce qu'on a pu vivre de traumatique. Et on l'a tous vécu, quelque chose de traumatique, à différents degrés. Mais on ne peut pas faire semblant de se dire qu'on n'en a pas vécu des traumatismes. Et d'une certaine manière, revenir à soi avec cette idée que l'on doit préserver sa boîte à secrets. Préserver ce corps qui doit être le réceptacle d'une âme qui est sacrée. Et au nom de soi, je pense qu'il faut qu'on ait la conscience de pouvoir se préserver profondément. Donc la joie, on y a droit, et je dirais même plus, c'est un devoir. C'est très en rapport à la confiance en la vie aussi. Hein. J'entends vraiment avec les perceptions sensorielles telles que vous les évoquez, ce retour, cette réalisation que tant qu'on est vivant, on est complètement vivant. C'est vraiment en rapport avec la confiance en la vie, en rapport aussi avec un mouvement de résilience. Et j'ai vu dans le livre que vous aviez collaboré, si j'ai bien compris ou bien lu, avec Boris Cyrulnik, qui a forgé, hein, si je puis dire, ce terme de résilience. Et est-ce que c'est ça l'articulation, justement, ce mouvement de revenir à soi et de voir, finalement, malgré tous les traumatismes, je peux chanter, je peux pleurer? Oui, effectivement, il y a un grand rapport à cette idée de confiance en la vie, un rapport à la résilience aussi. Ce qui est très intéressant, en fait, c'est que cette confiance en la vie, c'est-à-dire une confiance dans le fait que mon corps aura assez de force pour continuer longtemps, ça suppose, en fait, dans la mise en relation à l'autre, un vrai travail de déconstruction de la méfiance. Et ça, c'est très intéressant. Je le vois par rapport au coaching que je peux faire. Les gens pensent qu'il s'agit de pouvoir créer la confiance dans une relation. Et en fait, le vrai travail, c'est déconstruire la méfiance. C'est-à-dire qu'en fait, on ne vient jamais en terrain neutre.
Et cette méfiance, il faut l'accepter, non pas comme quelque chose, je dirais, de négatif. C'est quelque chose qui fait partie du jeu. La méfiance, surtout dans un monde comme le nôtre, et je reviendrai bien sûr sur la résilience, elle a toutes les raisons de s'exprimer. Quand on est devant quelqu'un, on n'existe que par rapport à sa biographie et puis par rapport à ses actes. Quand on arrive en retard, c'est normal qu'on crée aussi, on va dire, un environnement qui va poser des questions dans la tête des gens. Mais ce qui est très intéressant, c'est de se dire que si j'ai la chance de pouvoir prendre des instants de vie comme ce qu'on est en train de vivre, si j'ai la chance d'avoir des personnes qui m'écoutent, je me dois de déconstruire leur méfiance et de leur montrer que dans un rapport authentique, il y a quelque chose que je peux donner. Peut-être pas grand-chose, mais il y a quelque chose que je peux donner. Et ça, on le voit au niveau du leadership, on le voit au niveau du management, mais on le voit aussi au niveau du leadership de soi-même. Et cette notion-là, c'est-à-dire dans l'authenticité, il y a quelque chose que je peux donner, il y a quelque chose que je veux donner. Et il y a quelque chose pour lequel je suis capable de donner. C'est ça qui touche profondément la résilience. Alors la résilience, vous citiez Boris Cyrulnik, bien sûr, c'est quelque chose qui touche à la physique, c'est-à-dire la capacité d'un objet de pouvoir retrouver sa forme ou de ne pas briser sous un effet de pression. Et ça, la résilience, on est tous d'accord. Et nous, en fait, on va pouvoir mesurer notre coefficient de résilience pour voir jusqu'où on craque. Qu'est-ce qui nous fait craquer? Qu'est-ce qui nous brise? Et quand on se pose la question, généralement, on sait exactement. On sait exactement où appuyer pour que... Et ce qui est formidable, c'est qu'on a tous à l'intérieur, selon notre degré de perfectionnisme, un petit perroquet négatif qui est sur notre épaule, là, et qui, du matin au soir, nous rappelle certaines injonctions. Voilà. T'es pas assez bien habillé, on va voir que tu es un imposteur. Différentes choses qui peuvent être des injonctions familiales, ça peut être des injonctions sociales, ne fais pas ça, tu devrais. Et donc cette notion, en fait, on va dire de négativité de soi, on sait exactement où appuyer pour se détruire. Le meilleur bourreau, c'est le bourreau de soi-même. C'est ce que Baudelaire appelait Léo ton timorouménos. Un beau nom, hein. C'est le bourreau de soi-même. C'est comme ça, en fait, que Baudelaire décrivait le poète. Parce que le poète, il n'est jamais satisfait. Il sait très bien qu'il y a une possibilité de rimes encore plus riches, de sons encore plus intenses, de correspondances en termes de mots encore plus profondes. Donc jamais, 100 fois, il remet l'ouvrage, jamais il ne se contente de son poème. Et cette notion-là, en fait, d'auto-sapage, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler pour découvrir, en fait, quels sont les boutons qui nous permettent de dire, mais finalement, sur ça, je sais que je suis bien, j'assure. Vous savez, on a parlé de calme ta joie, et bien, il y a le côté j'assure, t'inquiète, j'assure. Et plutôt que de se faire entendre dire calme ta joie, ou avoir un petit perroquet négatif qui nous rappelle de oh, hein, tu sais très bien qu'il y a encore ça à faire, c'est pas gagné, allez, c'est pas gagné. Se dire finalement sur quoi je gère et sur quoi j'assure. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de trois choses sur lesquelles vous assurez finalement, sur lesquelles vous vous surprenez, vous vous aimez bien. Ouais, vous vous aimez bien. Ben, à mon avis, peu d'entre vous se sont déjà posé la question. Et c'est justement en ça que le déséquilibre va créer une tendance plutôt dépressive, une tendance à la négativité et une tendance à une non-résistance au stress, c'est-à-dire à la non-résistance de la pression qui risque de nous briser. C'est que, voilà, ce qui nous renvient à la résilience. Donc la vraie résilience, en fait, c'est de réussir à se mesurer quasi scientifiquement en disant sur ça, je sais très très bien que je vais avoir des faiblesses. Et des faiblesses au point que tout l'être au monde, que tout mon rapport à la joie, que toute ma capacité d'émerveillement d'être en vie va être détruit. Et je ne veux pas toucher à ça.
Et lorsque j'entends mon perroquet négatif revenir, ressasser ses pensées, je peux me tourner et puis le prendre et lui tordre le cou, gentiment. Il y aura des plumes partout. Au revoir. Et la faculté de résilience, c'est se dire, j'ai survécu à certaines choses m'ont donné une capacité de grandir, de résister, et c'est sur ça que je veux travailler. C'est sur ces moments de renforcement. Parce qu'en fait, c'est un peu ça, c'est du renforcement musculaire pour le cerveau. C'est comment est-ce que je peux permettre à mon cerveau de faire des crunchs en disant « Ouh, ça fait mal, mais ça fait du bien. Allez, on peut... » Mais il faut quand même que le « ça fait du bien », il arrive et il arrive rapide. Nous, généralement, c'est « Allez, encore un petit effort. Oh non, tu ne peux pas t'arrêter là. Allez, encore un petit effort. Ah non, là, tu y es presque. » Et finalement, à force comme ça d'avoir un rapport au monde qui va être dans le combat, on est des populations très combatives. Et puis, depuis la nuit des temps, en fait, c'est le combat, le héros du combat qui est victorieux, qui va avoir en fait le beau rôle. Alors qu'on nous apprend d'ailleurs dans un règne animal que le beau rôle, normalement pour la survie, c'est la fuite. On n'est pas très courageux. Et heureusement qu'on n'est pas tout le temps comme ça, on ne fait pas tous ça. Mais quelquefois, il y a des moments où il faut savoir quitter. Et c'est ça la résilience. La résilience, c'est si on a connu un traumatisme, être capable de reconnaître ce traumatisme, être capable de savoir quelles ont été les ressources que notre système interne a pu développer pour continuer à avancer dans l'adversité, mais ne pas la rechercher. Et ce qui est très étrange, et ça on le voit en psychologie, c'est qu'on a tendance, quand on arrive à un système, à recréer certains schémas qu'on connaît, qui sont généralement reliés à des traumatismes qu'on a déjà vécus. Et c'est pour ça, je vous parle de l'entreprise, mais même au niveau familial, c'est pour ça qu'on retombe en fait dans des cercles vicieux, à se poser la question de savoir si on est bon, à montrer une certaine maladresse ou une peur terrible d'un supérieur hiérarchique qui lui-même, alors qu'il n'y pensait pas, commence à se poser des questions au niveau de méfiance. Et en fait, on crée chez l'autre ce qu'on essaye de retrouver par rapport à un système de mise en capacité de mobiliser les ressources qu'on a pu avoir lors d'épisodes de résilience. Mais c'est contre ça qu'il faut vraiment lutter. Essayer de sortir de ce schéma et avoir des relations beaucoup plus calmes, claires, vis-à-vis d'une confiance en la vie, tout à fait. Alors, Gila, donc on dit Gila Clara, vous êtes la voix en France de Tal Ben-Shahar, qu'on a déjà évoqué. Moi, j'aurais beaucoup aimé que vous nous racontiez comment vous l'avez rencontré, comment vous avez rencontré son travail. Alors, quand je dis que vous êtes la voix de Tal Ben-Shahar, je crois que vous traduisez ses livres et puis aussi vous les enregistrez, n'est-ce pas? Alors, j'ai eu la chance d'enregistrer tous les livres de Tal Ben-Shahar en tant que comédienne. Et puis, j'ai eu la chance d'être sa traductrice quand il est venu en France. C'est-à-dire que je ne veux pas m'attribuer de faux mérites. Et en fait, porter son message en France, c'est quelque chose qui est très beau. Et j'ai eu la chance de le rencontrer lorsque j'étais à l'université d'Harvard. Suite à mes études avec Elie Wiesel à Boston University, sur cette question-là de résilience, de comment est-ce qu'un survivant de la Shoah, prix Nobel de la paix, de surcroît, pouvait envisager que le théâtre puisse aider dans l'aide, je dirais, à l'exorcisation de la peine, à la catharsis véritablement, de ce que le survivant de la Shoah a pu vivre. Et puis surtout, comment trouver les bons mots, comment trouver les mots justes contre le négationnisme. Donc suite à ce doctorat, j'ai eu la chance de pouvoir être embauchée à l'université d'Harvard pour pouvoir enseigner un cours sur théâtre et droits de l'homme à la Harvard Kennedy School, donc l'équivalent de Sciences Po. Et lorsque je suis arrivée à l'université d'Harvard, je peux vous dire que j'étais dans un état difficile. Je m'étais tournée non seulement vers des survivants de la Shoah, mais aussi des survivants du Rwanda, de Bosnie. Je travaillais avec des personnes victimes d'excision, toujours dans cette volonté d'aider et de faire ma part. Mais dans ce rapport à l'autre, il y avait un oubli de soi profond. Tout simplement parce que quand je montais sur scène pour défendre un texte, pour défendre un destin, pour défendre quelqu'un qui avait mérité justement de survivre, j'étais animée.
le feu sacré. Puis quand je devenais moi-même, aucun intérêt. Et puis dès que je sentais voilà, des petits bobos amoureux ou autres, je me disais, mais quelle indécence d'oser pleurer. Tu te rends compte là que tu as les larmes qui te montent aux yeux? Mais comment tu oses? Tu as vu des personnes te raconter combien leur famille a été décimée en restant dans une décence et dans un respect absolu. Toi, tu vas te permettre d'avoir ce genre de... Donc j'étais dans un refoulement perpétuel, dans cette volonté de ne pas faire de comédie. Et du coup, quand vous êtes professeur à l'université d'Harvard, vous pouvez prendre tous les cours gratuitement. Pas négligeable. Et donc je regardais le catalogue, et là aussi, hein, en bonne française, je vois un cours sur le bonheur. Alors là, je me dis, pardonnez mon anglais, bullshit. On va bien voir ce que ça peut vouloir dire. En plus, le nom du professeur avait l'air très exotique. Je me suis dit, sûrement rentré dans quelque chose qui a l'air d'être complètement déconnecté de la réalité. Et donc, je me suis inscrite, j'ai suivi son cours. Et ça m'a fait un bien fou. Parce que ça a parlé à l'intellect. Ça a vaincu les résistances intellectuelles de prendre en considération ce moi-là, qui était cruellement en besoin de nourriture. J'ai retrouvé la légitimité d'être moi. Moi aussi, même dans mon travail de transmission, j'étais un maillon de la chaîne, et un maillon qu'il fallait préserver, parce que si jamais je décidais de ne pas continuer, si jamais ça ne suivait pas, il ne pouvait pas y avoir de transmission. Donc ce rapport à soi, ce respect de soi, cette hygiène de soi, elle m'a été inculquée grâce à la psychologie positive. Et donc, dans l'enthousiasme, j'ai été le voir en lui disant que voilà, merci. Et je lui disais que pour moi, en tant que comédienne, on pouvait même aller plus loin en proposant des exercices d'incarnation de psychologie positive pour que ça descende bien, pour que le corps puisse vraiment être au fait de comment investir complètement la psychologie positive. Et Tal Ben-Shahar a été intéressé. Il m'a proposé de réfléchir à des exercices de théâtre. Et il m'a proposé même de pouvoir l'accompagner pour faire des exercices de théâtre à certains clients qu'il avait et les tester. Et donc, petit à petit, ça a très bien marché. Il m'a dit, tu vois ton ambition très noble de vouloir changer le monde en donnant la parole aux victimes, elle est à saluer. Effectivement, c'est quelque chose qu'il faut faire. Mais il faut que tu comprennes que ce n'est pas en allant toujours vers la plus grande des douleurs, la plus grande des souffrances, que tu vas prendre en considération ta volonté que le monde aille mieux. Il y a quelque chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que la souffrance, c'est quelque chose qui est partagé par tous, à des degrés différents. Mais tout le monde a touché à un moment ou un autre dans sa vie la douleur. Il faut que tu te formes au coaching, il faut que tu passes par l'institutionnel, il faut que tu passes par le groupe, par la collectivité, par l'entreprise, et que tu vois plus de monde représentatif d'une vraie population. Et donc je me suis formée au coaching, et j'ai pu commencer à travailler en entreprise, et c'est vraiment ça qui m'a permis d'ouvrir les yeux. Et vous avez enregistré donc tous ces livres, vous nous disiez, tous les livres parus en France sont une version audio enregistrée par Gila Clara Kessou. Voilà, et donc il y a l'apprentissage de l'imperfection, il y a le bonheur d'être leader qui est le dernier, il y a... un très bon livre, très bon livre. J'ai beaucoup travaillé, qui est un très bon livre aussi. Oui. Il y a Conversation avec mon coiffeur, oui, excellent. Qui est excellent. très drôle, où il dit justement que son maître à penser en termes de psychologie positive, c'est son coiffeur, qui lui donne toutes ces leçons de sagesse alors qu'il se fait couper les cheveux. Donc oui, c'est un vrai bonheur, et justement, je ne sais pas si vous êtes au courant, il a lancé un nouveau certificat de psychologie positive qui est en ligne et que vous pourrez retrouver très facilement. Et là aussi, il parle incroyablement de résilience. Pour lui, la façon de se positionner, en particulier pendant le confinement, incroyable de voir la fréquentation, ça vient du monde entier. Et donc, parler du confinement vis-à-vis de la psychologie positive, pour lui, ça touche à cette notion de comment en fait se positionner dans l'idée d'être antifragile, c'est-à-dire essayer par tous les moyens de pouvoir résister
à cette pression par différentes postures, à la fois mentales et physiques. Et vraiment, je vous conseille vivement de pouvoir suivre ces séminaires. Il fait 1 fois par mois, je crois, des webinaires gratuits à l'attention de tous. Et donc, vous pourrez tout à fait retrouver tout ça sur Internet. Mais vous les traduisez alors? Vous êtes là pour les... Oui, vous les traduisez? Voilà, Ah, exactement. c'est super. Pour le public Ah français. oui, oui, c'est formidable. Alors, Clara Kessous, vous avez vous êtes l'auteur, vous avez créé avec Bruno Adler le grand livre de la psychologie positive, qui est un livre extrêmement clair, extrêmement lumineux, limpide, très accessible, très sérieux, et qui comporte bien sûr beaucoup d'outils. On laissera les lecteurs et les lectrices découvrir les différents outils, les protocoles, les cursus pour commencer à s'approprier cette discipline, cette science du bonheur. Il y a des notions qui sont abordées qui sont très, très intéressantes, comme l'éducation positive, l'économie positive. Donc on voit qu'en fait ça touche toutes les sphères qui concernent l'humanité. Mais j'aimerais bien qu'on prenne maintenant quelques minutes pour les questions de la salle, parce qu'il y en a certainement. Et puis ensuite, on vous gardera pour une séance de dédicace. Mais si on peut maintenant prendre quelques questions, si vous en êtes d'accord. Avec plaisir. Voilà. On va faire passer un micro dans la salle. Bonsoir. Pardon. À un moment, si j'ai bien compris, quand vous avez parlé du flow et du kairos, est-ce que ce sont des éléments qui peuvent être acquis une fois pour toutes, ou est-ce qu'il peut y avoir une ouverture à ces phénomènes, mais juste une ouverture, un peu comme quelque chose, un état qu'on vit, et puis que, de par la force des habitudes et des conditionnements, ça nous quitte ou on retourne dans une habitude de fermeture. Cette question, elle me touche particulièrement parce qu'en fait, la psychologie positive, c'est un combat de tous les instants. C'est une grande discipline. C'est une science, et c'est-à-dire que c'est une matière qu'il faut faire rentrer dans le corps. Je vous donne un exemple. On sait qu'il faut manger sain, et pourtant, c'est difficile. On sait qu'il faut faire du sport, qu'il faut bouger, qu'il faut être en exercice, et pourtant, il y a des fois où on se dit « j'ai pas envie ». Donc en fait, le cerveau sait, mais le corps ne suit pas. Et c'est en fait toujours la temporalité du corps qui l'emporte sur le cerveau. Donc oui, à votre question, tout à fait, on peut tout à fait avoir conscience du flow, de savoir de ces airs de talent, de dons. On peut avoir conscience du kairos, de l'importance du sacré du moment, et pourtant, le corps n'a pas la temporalité, n'a pas la volonté, n'a pas le dynamisme, l'énergie pour pouvoir suivre. Et alors, quelquefois, c'est terrible parce que le cerveau va imposer sa loi, va faire taire le corps, va bâillonner le corps et va continuer à lui dire « mais enfin, allez la vilaine bête, tu suis là, tu fais pas ton adbatté, hein. T'avances, regarde la carotte, il y aura un meilleur salaire, allez, le flot là ». Mais le corps, des fois, il n'a pas envie. Et lorsque le corps n'a pas envie, oui, effectivement, la psychologie positive propose différentes façons de pouvoir parler à son corps. Parce qu'il y a des façons de pouvoir prendre en considération le corps en lui demandant « alors qu'est-ce que tu veux ?» Et quelquefois, il pourra dire « je veux dormir, je veux manger, je veux des choses auxquelles j'ai droit parce que tu m'as oublié trop longtemps. Voilà, rien d'autre, je veux pas de flow, je veux pas de positif, je veux rien. Je veux pleurer, je veux que tu me laisses pleurer. » Mais à ces moments-là, lorsqu'il y a une vraie acceptation, je peux vous dire qu'il y a des moments justement de kairos intense où on laisse. Il y a des vrais... Ça, on le voit à tous les niveaux. Il y a des vrais moments de désespoir que l'on vit, que l'on doit vivre aussi profondément. Parce qu'il faut, et là je reprends le mot de Fabrice Midel, parce qu'il faut qu'on se foute la paix à un moment, profondément. Donc oui, on peut connaître,
on peut ne pas l'appliquer. Il peut y avoir des moments de révélation où tout d'un coup, on se sent profondément bien, on se sent profondément soi, on se sent profondément reconnaissant avec ce qu'on a, et pourtant retomber. Tout l'art de la psychologie positive, c'est de proposer, et ça on l'a dans le livre, toutes sortes de richesses pour se rappeler, pour avoir des petits gris-gris. Voilà, comme les fameux reminders, par exemple, des toutes petites choses qui nous rappellent qu'on est vivant et que ça vaut la peine. Et qu'après, il y aura encore des moments de joie, malgré la tristesse qu'on ressent. Parce que cette tristesse qu'on ressent, c'est aussi de la joie. Ça fait partie aussi de la joie. La joie ne serait pas la même s'il n'y avait pas la tristesse. Donc oui, à votre question, il y a des choses qu'on peut savoir, des choses qu'on peut connaître en psychologie positive, tout en ne les appliquant pas, parce que ce ne sont pas des choses liées à la temporalité du corps. Et si je peux me permettre, est-ce que, en rapport avec les gens qui ont ce flow peut-être naturellement, ça suppose une nécessité à la fois de verticalité et d'enracinement avant peut-être de travailler sur ce flow? Oui, verticalité, enracinement, ça me parle beaucoup, surtout qu'on travaille l'ancrage quand on entre, on va dire, à la fois sur scène et on entre en relation avec les autres. L'enracinement, je dirais que c'est presque un enracinement spirituel. Cet enracinement spirituel par rapport à, vous savez, tout ce qui va toucher le transgénétique, je dirais, la fameuse question d'où on vient, il est là pour nous nourrir. Même si, en fait, la question du comment de la psychologie positive va surtout chercher, en fait, à élever. Donc, pas forcément à ancrer. L'ancrage va se faire par la volonté d'élévation, d'une certaine manière. Et la boucle va être bouclée parce que, en fait, c'est ce qui va donner le moteur au corps. On va lui dire « Regarde, c'est possible ». Et en avançant, eh bien, la personne va s'enraciner. Donc, dans l'ordre, pour reprendre votre remarque, je ne sais pas si l'ancrage ou l'enracinement est présupposé, ou alors s'il va venir à un moment, parce que justement la volonté de verticalité, d'élévation, d'autograndissement est là. Parce que la psychologie positive, pour moi, c'est l'autograndissement, c'est de l'élévation, c'est de la motivation. C'est en fait oser, se permettre d'oser d'être heureux. Et je pense que du coup, l'enracinement provient de cette volonté d'élévation. Merci. Avec plaisir. Bonsoir. Ma question serait sur comment adopter un état de flow quotidien, et notamment dans la pratique d'être actrice ou acteur. Très difficile. Est-ce qu'il n'y a pas un lien avec la respiration et Bien l'ancrage, sûr, peut-être ? bien sûr, bien sûr. Il y a un grand lien avec la respiration, mais il y a aussi un grand lien avec la connaissance du pourquoi du métier d'acteur. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait ce métier d'acteur comme moi j'ai pu le faire quand j'étais très jeune, j'ai commencé à l'âge de 11-12 ans, par envie enfin d'avoir un destin un peu moins ordinaire que celui que j'avais. Quand je commençais à être Antigone, il y avait quand même plus d'intérêt que d'aller au collège. Ou alors est-ce qu'on le fait par souci d'observation, par souci de capacité de don, et pas forcément par souci de ressenti. Très difficile en fait quand on est comédien, parce qu'on est traversé par des émotions, et ces émotions, elles doivent nous traverser pour être vues. Vraiment toute la question de comment est-ce que j'accepte d'être vue, mais pas seulement comment j'accepte qu'on me reconnaisse, c'est surtout comment j'accepte que ce fait d'être vue crée quelque chose chez l'autre. C'est toujours la notion, j'aime beaucoup, qu'Augusto Boal décrit, c'est comment rendre le spectateur specte-acteur. Comment je vous renvoie le spectre émotionnel. Comment j'apporte justement ma pierre à l'édifice, dans les besoins du monde, avec ce que je leur fais ressentir là, maintenant. Et si c'est ça qui anime, ben ces moments de flow, malheureusement, il va falloir les vivre sur scène. Mais pas que.
Lorsque j'ai commencé à me tourner vers cette notion-là, qu'il fallait utiliser les techniques théâtrales pour aider les gens à parler, en particulier les personnes victimes de traumatisme, j'avais aussi pris en considération que le métier d'acteur, c'est un métier très dépendant. Vous dites des mots qui ne sont pas les vôtres, c'est l'auteur. Vous faites des gestes qui ne sont pas les vôtres, c'est le metteur en scène. Qu'est-ce qui vous reste? Et en plus, vous passez des castings, où là, vous êtes choisi uniquement, généralement, pour votre physique. Ça correspond pas par rapport à ce qu'une personne peut imaginer. Très violent d'être comédien ou d'être acteur. Et peu sont appelés. Donc, pour trouver, en fait, le flow, il me semble, au niveau de l'acteur, c'est réaliser qu'il y a quelque chose d'autre que le fait d'être choisi dans ma volonté de donner aux autres, dans ma volonté de donner de façon émotionnelle. Ça peut être au travers de la transmission, je donne cours. Ça peut être au travers de la mise en scène, je monte ma troupe. Ça peut être au travers de la formation. J'utilise des techniques théâtrales pour pouvoir former à la communication. Ça peut être... C'est très très riche en fait. Le théâtre a énormément à donner, comme le cinéma, en termes de comédiens, au monde. Parce que ça touche en fait à une capacité qu'a l'acteur de se laisser voir et de voir. Et de se laisser traverser pour être vu. Et on endosse tous un rôle, de toute façon, selon les différentes sphères avec lesquelles on interagit. Donc je pense que la parole de l'artiste et de l'acteur en particulier a toute sa place dans une société citoyenne. Ce qu'il faut, plus encore que de la respiration, puisque l'intellect, à mon avis, peut continuer à nous manger, hein, puisque c'est ça aussi, cet intellect qui nous demande des comptes, c'est trouver quelque chose qui apaise cette soif que l'on a chacun d'entre nous, qu'on soit acteur ou qu'on soit... Voilà, peu importe notre volonté d'être au monde, apaiser cette soif en la connaissant. Moi, je sais que le théâtre, c'est finalement dans le rapport à l'autre et dans le fait de donner qui m'anime. Et si vous me demandez mon flow aujourd'hui, ça va être de vivre des moments de rencontre où tout d'un coup, c'est des moments de grâce où tout d'un coup, le peu que je sais, je le transmets à des personnes qui ont l'air de s'intéresser. Avec, bien sûr, des peurs juste avant de ne pas être à la hauteur, qui s'effacent, parce que c'est des moments comme ça où le temps n'existe plus. Heureusement que Marie-Laurence est là pour pouvoir le tenir, ce fameux temps. Mais vous le voyez, avec un bonheur de partage incroyable, que je ressens aussi dans le coaching. C'est vraiment, enfin, un oubli de soi. Et c'est aussi ce qu'on peut ressentir quand on joue une pièce de théâtre. Enfin, je vais connaître le début et la fin de l'histoire. Je vais pouvoir enfin jouer un destin de A à Z. Enfin, un moment où je tais mes angoisses. C'est ça le flow. Alors, savoir exactement qu'est-ce qui répond là? Qu'est-ce qui me permet d'avoir ça? C'est à mon avis ça qui permettra de pouvoir l'atteindre. Merci. Avec plaisir. Il y a une dernière question. Bien, de nouveau, je tiens à vous remercier et au nom de toutes et tous ici, à vous remercier d'avoir accepté notre invitation, d'avoir accepté l'invitation de Fabrice Midal à venir nous parler de la psychologie positive. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur de Le Grand Livre de la psychologie positive. Et bien que ça s'appelle Le Grand Livre, il est simple, il ne faut pas être trop impressionné parce que vraiment, c'est un livre qui est extrêmement accessible. C'est sorti aux éditions Erol. Et puis voilà, grand merci. Merci beaucoup. Merci à vous, Marie-Laurence. Merci beaucoup. Merci à vous.